Alors c'est parti pour cet atelier aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Gaëlle Girardot, je suis cofondatrice de Coude. Coude, c'est vraiment une plateforme pour à programmer. Donc on appelle ça le Coude Studio et c'est notre moteur de créativité. Donc moteur de créativité, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être très créatif, imaginer tout ce que vous voulez et créer votre propre jeu vidéo et être acteur de votre jeu vidéo cette fois et pas seulement y jouer. Vous allez pouvoir vraiment imaginer, inventer tout ce que vous voulez, apprendre à coder. Parce que c'est intéressant d'apprendre à coder, parce que quand on sait coder, eh ben on sait décoder le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, vous allez pouvoir apprendre à faire plein de choses, justement, à résoudre des problèmes, comme dans un jeu vidéo. En fait, le fait de créer un jeu vidéo, bah, c'est comme, en fait, y jouer. C'est encore plus passionnant, puisqu'il faut imaginer les règles du jeu, il faut faire énormément de choses, et il y a énormément de métiers dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'être accompagné par Delphine qui va vous raconter son métier. Je vais vous la présenter juste après. C'est Steve qui est présent aussi, qui va vous former sur le studio pour vous apprendre à comment apprendre à programmer. Et puis surtout, aujourd'hui, on a quelque chose un petit peu spécial. On va vous présenter notre nouveau jeu qui est en partenariat avec Hello Maestro. Donc Hello Maestro, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'univers de la série culte peut-être que vous connaissez qui était Il était une fois la vie, qui vous apprend de manière ludique tout ce qu'il faut savoir sur le corps humain, les sciences, et on suit Maestro dans ses aventures pour apprendre plein de choses sur le corps humain. Et bien là, vous allez avoir un jeu où vous allez pouvoir coder, recoder le corps humain qui est malade grâce à Hello Maestro qui va vous accompagner avec ses fidèles compagnons peut-être que vous connaissez qui s'appellent Pierrot et Psy. Et on est vraiment ravis de vous présenter pour cette première fois ce nouveau jeu auquel vous pourrez jouer par la suite chez vous. On va juste vous y initier avec Steve, mais voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer un petit peu, vous initier, et puis après chez vous, tout seul, vous pourrez continuer. Donc du coup, je vais laisser d'abord la parole à Delphine, qui est UI artiste. UI artiste, c'est un très beau nom de métier, je trouve. Et du coup, on aimerait vraiment en savoir plus. Delphine, merci d'être là, merci de nous accompagner, merci à Women in Game d'organiser aussi cet atelier avec nous. Delphine, la piste est à vous pour nous raconter ce beau métier du jeu vidéo qui est UI artiste. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu justement de mon parcours. Donc aujourd'hui, je travaille chez Ubisoft Paris Mobile. Ça fait à peu près 1 an en tant qu'UI artiste. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce métier-là, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait au jour le jour et où on se situe aussi dans le jeu vidéo et parmi tous les métiers qu'il y a dans le jeu vidéo, où est-ce que nous on se situe exactement. Donc pour ça, je vais vous présenter quelques petites slides. Donc je vais couper la caméra pour mettre mon PowerPoint. Donc comme je vous ai dit auparavant, voici quelques points que je vais vous présenter. Donc il y a mon parcours déjà. Après, qu'est-ce que lui dans le jeu vidéo et les missions concrètes qu'on doit gérer justement au jour le jour. Donc déjà mon parcours. Donc j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas fait d'école de jeux vidéo. J'ai fait un bac L et après ça, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je voulais faire des créations et je voulais dessiner, c'est tout ce que je voulais faire. Donc je suis rentrée d'abord dans une école de design industriel qui s'appelle Strike College. Qui se fait normalement en 5 ans. Je suis restée 2 ans pendant la prépa, en fait, où on a appris à faire des concepts d'objets du futur, création d'architecture d'intérieur et d'extérieur, création de bouteilles de parfum. Et on a aussi appris énormément de techniques différentes, artistiques. Donc, c'était la maîtrise de la sculpture, de l'aquarelle, de la gouache, des différentes perspectives. Et puis aussi l'étude de modèles vivants et d'environnement. Du coup, après ça, vu que ça me plaisait pas trop, j'ai changé pour une école de cinéma d'animation qui s'appelle Comart, où là, j'ai appris justement à faire des courts-métrages en 3D. Donc on apprenait à faire des scénarios, écrire une histoire du début à la fin, créer un storyboard, donc un peu comme une bande dessinée en fait, pour découper chaque scène, chaque moment fort. Et du coup, après, créer les personnages, les environnements et les modéliser en 3D pour les animer, créer des effets à la fin et du coup, produire
un court-métrage à la fin de l'année. Du coup, j'ai été diplômée de cette école. Après ça, j'ai voulu chercher du travail dans le cinéma d'animation. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, vu que j'adore les jeux vidéo, pourquoi pas aller là-dedans? Donc, j'ai commencé à chercher, dans ce domaine-là. J'ai trouvé un premier stage, chez Megara Entertainment. C'est pas une entreprise de jeux vidéo normalement, c'est une entreprise d'édition de jeux. Donc, eux, ils éditaient des livres où on était notre propre héros. Et en fait, j'avais pour mission de créer des, concepts de cartes à jouer, numériques, un peu comme Hearthstone ou, les cartes Magic, ce genre de choses. Ça m'a beaucoup plu et du coup, j'ai découvert que, bah, en fait, c'était plutôt intéressant le jeu vidéo, donc pourquoi pas y rester. Donc j'ai trouvé un autre boulot, chez Black Sheep Studio, cette fois c'était un CDD, un vrai studio de jeux vidéo cette fois aussi. J'ai travaillé sur le jeu Spike Volleyball, donc un jeu de volley qui est sorti sur console. Je suis restée avec eux pendant 1 an, le temps de la mission en fait. Vu qu'après ils n'avaient plus de nécessité, pour moi, bah, du coup j'ai dû, chercher un autre travail. Malheureusement, à ce moment-là, il y a eu un petit moment de flottement. J'ai pas trouvé de boulot. Du coup, en fait, je me suis dit: «Bah, autant que je m'occupe pendant ce temps à faire quelque chose d'utile». Donc je me suis lancée dans une formation de code, qui s'appelle Le Wagon. C'est un genre de bootcamp, en fait, qui dure 2 mois, donc c'est intensif. On apprend, plusieurs langages de code pour créer des interfaces et des sites, internet et applications mobiles. Et à la fin, en fait, du bootcamp, on devait produire, par équipe de 4 ou 5, une application ou un site internet fonctionnel. Donc c'était très, très sympa, très intense, où on a appris à coder, donc c'était vraiment très cool. Mais c'est pas le même genre de code que dans le jeu vidéo, donc je pouvais pas l'utiliser non plus pour le jeu vidéo. Du coup, j'ai fait une mission en fait, en tant que codeuse pour, une petite start-up, qui s'appelle Weekender. Donc c'était, des voyages, pour le week-end. Je suis pas restée très longtemps parce qu'au final, bah, ça me manquait de créer vraiment des trucs artistiques. Donc j'ai continué à chercher, du travail dans le jeu vidéo. J'ai trouvé une petite mission chez Rebound CG, où j'ai bossé sur un jeu de tennis, pour mobile. Donc là, c'était surtout m'occuper de la vidéo de promotion du jeu et quelques menus, de statistiques, de trucs comme ça. Donc après, j'ai enchaîné. J'étais embauchée chez Magic Pocket. Chez eux, j'ai travaillé sur le jeu My Universe School Teacher, qui est sorti, l'année dernière, sur, console et Switch. Donc c'était très, très intéressant, ça m'a beaucoup plu et je vais vous montrer un peu plus de détails sur ce que j'ai fait sur ce projet, heu, un peu, après. Ensuite, j'ai pu enchaîner, j'ai eu l'opportunité de me faire embaucher chez Ubisoft Paris Mobile. C'est un peu la boîte où j'ai toujours voulu travailler, donc j'étais très, très contente et puis depuis, bah, je travaille pour eux, sur un jeu qui n'est pas encore annoncé. Donc malheureusement, je ne peux pas encore en parler. Aussi, du coup, petite note pour tout le monde, que vous fassiez un bac S, ES, L ou d'autres domaines, la création, c'est ouvert pour vous. Vous pouvez faire du jeu vidéo, vous pouvez faire de la création, vous pouvez faire n'importe quoi. Le bac ne vous limitera pas. Et l'anglais aussi est très, très important dans notre, travail. On est amené à parler régulièrement en anglais, l'interface de nos logiciels sont en anglais et souvent, bah, on doit produire des planches, qui sont en anglais. Donc c'est très, très, très important dans notre métier. Donc pour suivre, maintenant, je vais vous expliquer exactement ce que c'est l'UI. Donc c'est l'interface utilisateur, user interface en anglais. Donc en fait, en gros, c'est ce qui vous suit au quotidien si vous utilisez une télé, un smartphone, une tablette ou une calculette. Et en gros, c'est vraiment, l'interface, ça vous permet justement de communiquer avec la machine sans avoir à utiliser du code. Si l'interface n'existait pas, vous seriez obligé de connaître le langage de chaque machine pour pouvoir l'utiliser et la comprendre. Du coup, c'est là où nous, UI artistes, on intervient en créant des éléments pour que ce soit agréable à l'œil, facile d'utilisation et que justement l'utilisateur ne soit pas perdu dans l'interface et qu'il puisse facilement comprendre comment l'utiliser. Et du coup, bah, comme vous pouvez vous en douter, on l'utilise aussi énormément dans le jeu vidéo. Chaque jeu a son ADN grâce aux interfaces et grâce au style graphique du jeu.
Du coup, chaque mission est vraiment différente pour nous en tant qu'UI artiste. Chaque jeu vidéo va vraiment avoir des interfaces complètement différentes, avec des manières de traiter très différentes aussi. Du coup, c'est super intéressant comme travail parce qu'on touche vraiment à tout. On est amené à changer régulièrement en fait, d'entreprise au début de la carrière pour justement pouvoir être polyvalent et pouvoir créer des interfaces pour n'importe quel type de jeu, comme Fortnite qui peut être joué sur n'importe quel type de plateforme, ou Genshin Impact, ou League of Legends, où là, bah, du coup, on apprend à s'adapter pour que ce soit agréable pour n'importe quel type de plateforme. Et du coup, vous voyez que, bah, par exemple, pour Fortnite, il y a énormément d'interfaces pour le menu principal. Il faut des boutons, il faut montrer où on en est dans les quêtes, dans les challenges. Et du coup, c'est super important de travailler une interface qui soit lisible et agréable. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué comme grille, mais voilà à peu près tous les types de métiers différents dans le jeu vidéo, principaux, bien sûr. Ils n'y sont pas tous, il y en a encore plein d'autres, surtout dans les très grosses entreprises comme Ubisoft. Mais là, il y a à peu près les métiers principaux, on va dire. Donc, tout en haut de la chaîne, en bleu, c'est le directeur de production et chef de projet qui, eux, vont vraiment initier le projet en lui-même. Qu'est-ce qu'ils veulent comme type de jeu, quel genre de cible on va avoir. Donc, si c'est des jeunes, si c'est des plus vieux, si c'est vraiment des tout petits. Et à côté de ça, il y aura le directeur marketing et le chef de produit qui, eux, vont s'occuper du côté promotion du jeu, création d'objets dérivés, de goodies, pour justement monter un peu plus l'envie des joueurs de jouer au jeu. Puis après, en dessous, ça se divise en 3 grosses catégories. Donc, il y a la catégorie bleu turquoise, où là, on a l'infrastructure du jeu et comment la présenter pour qu'elle soit agréable à l'œil et facile à utiliser. Puis au milieu, en violet, il y a la direction artistique pour la création des personnages et environnements, que ce soit en 2D ou 3D. Et à droite, en rouge, c'est le côté tech. Donc, c'est tout ce qui est fonctionnement du jeu et c'est eux qui nous permettent de combiner tout le travail qu'il y a de fait sur l'infrastructure et la direction artistique. Et vous pouvez voir, UI Artist, du coup, c'est ce qui est entouré en blanc. Donc, nous, en fait, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les game designers qui vont nous dire exactement comment travailler les menus, comment les présenter, quelles infos il faut montrer. Et du coup, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Et nous, on va s'occuper de la partie graphique, la partie visuelle, pour rendre tout ça plus joli, en fait, et plus agréable pour les joueurs. Et en plus de ça, on travaille aussi en étroite collaboration avec les codeurs pour justement intégrer tous ces éléments et combiner le travail de tout le monde autour de ça. Vous pouvez voir, donc il y a pas mal de spécialités, il y a pas mal de métiers différents. Dans un petit studio, on va dire qu'il y aura 2-3 personnes par spécialité, alors que dans les très grands studios comme Ubisoft, il y aura une quinzaine de personnes par spécialité ou même plus. Donc, pour les missions concrètes, je vais vous expliquer un peu ce que je fais au jour le jour. Donc là, c'est un peu de travail que j'ai fait sur My Universe School Teacher. C'était pour Magic Pockets. Du coup, chez eux, au final, j'avais une création de logo à faire. Le game designer avait décidé qu'il y aurait au début du jeu la possibilité de customiser un peu son école en choisissant un animal comme mascotte de l'école. Du coup, j'ai dû créer des petits animaux mignons, vu que notre cible, c'était pour des enfants. Je devais faire une série justement pour pouvoir avoir le choix, donc une déclinaison de plusieurs animaux. J'étais libre de créer ce que je voulais. Bien sûr, il y avait les indispensables, donc le petit chat, le chien, l'oiseau. Et puis après, j'ai pu m'amuser à faire ce que je voulais. Une autre mission qu'on a à faire, c'est la création d'icônes. Donc ça, c'est une très 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 grosse partie de notre boulot. Donc là, par exemple, c'était un jeu où justement il y avait plein de cours différents. Et pour ça, il fallait justement les montrer avec des icônes différentes pour chaque type de jeu, donc chaque type de cours. Donc j'ai fait une version couleur et une version monochrome, donc avec qu'une seule couleur pour pouvoir les insérer après sur les trophées que vous pourrez voir sur la prochaine slide. Donc vous voyez qu'il y a besoin de faire beaucoup de déclinaisons avec le même style, il faut rester cohérent.
pour que ce soit joli et agréable à l'œil. Donc du coup, là aussi, une autre très grosse partie de notre métier, c'est la création de menus. Donc tout jeu aura un menu principal, un menu pause et des boutons. Donc du coup, nous, on s'occupe de tout ça aussi. Vous voyez là, par exemple, il y a énormément d'informations à montrer. Donc nous, notre boulot, c'est vraiment de hiérarchiser pour que le joueur ne soit pas perdu dans l'interface, qu'il puisse vite comprendre ce qu'il y a comme infos les plus importantes à connaître et pouvoir justement jouer de manière agréable. Et du coup, on essaie aussi de garder des espaces vides, d'avoir un titre en haut de chaque menu pour être sûr que le joueur ne soit pas perdu. Donc là, voilà un autre exemple de menu. Donc vous voyez que c'est le même style de menu que l'autre, avec une petite variation. La couleur du carnet n'est pas la même, la forme non plus, mais on garde le même style de petit carnet. Et là, bah, du coup, c'est pour le menu pause, donc vraiment un petit menu, mais qui est dans n'importe quel jeu. Et du coup aussi, on peut être amené à faire de la création d'éléments en jeu, comme on dit. Donc c'est des éléments qui vont se mélanger à la 3D. Par exemple, là, je devais travailler sur un mini-jeu d'histoire naturelle. Donc il fallait en fait créer des petits dinosaures, toute une déclinaison pour pouvoir m'occuper du petit jeu où en fait, il fallait reproduire le premier schéma que la prof donnait aux élèves. Du coup, le plus intéressant, c'était justement d'en avoir le plus possible pour pouvoir faire un peu de variété dans le mini-jeu. Donc enfin, on a les logiciels qu'on utilise principalement. Donc il y a la partie création, où on utilise surtout Photoshop et Illustrator pour faire la création d'icônes, la création des menus et des boutons. Et puis après, on a After Effects pour animer nos créations. Donc c'est pour montrer comment un menu va apparaître ou disparaître, comment ça se passe quand un bouton, on clique dessus ou quand il est bloqué. Et puis après, on a le côté tech de notre métier où on doit s'occuper d'intégrer tout ce qu'on crée pour justement le combiner au travail des gens qui font de la 3D, du code, et pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et du coup, on a des logiciels comme Unity ou Unreal Engine. Après, dans les entreprises comme Ubisoft, on peut avoir des logiciels personnels qui sont utiles juste à la boîte et qui ne sont pas utilisables en dehors. Mais du coup, la plupart du temps, c'est quand même Unity et Unreal Engine. Et je ne sais pas si on a assez de temps pour la petite vidéo. Delphine, éventuellement, peut-être on donnera le lien vers la vidéo si c'est possible, effectivement, Ouais, si on a donner, du temps. Et on la mettra dans la conversation, comme ça, s'ils veulent voir la vidéo. Voilà, on va peut-être répondre. Il y a eu une question d'une personne qui demandait s'il fallait utiliser Unity et Unreal Engine ou c'est l'un ou l'autre. En fait, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Donc, c'est utile de connaître les deux, en fait. Après, Unity et Unreal ont les mêmes bases de fonctionnement. Donc, généralement, quand on sait utiliser l'un, on sait à peu près utiliser l'autre. Donc, on n'est pas perdu, quoi. Donc, si on en apprend un à l'autre, c'est à peu près appris aussi. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Merci beaucoup, Delphine. En tout cas, c'était super intéressant de voir effectivement à quel point le e-artiste a tout son intérêt, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir jouer correctement ou pas à un jeu. Merci pour votre participation, d'avoir présenté ce beau métier, et peut-être que ça aura inspiré des jeunes pour faire ce métier. Mais avant d'être complètement inspirés pour faire ce métier, ils vont pouvoir commencer à tester tout de suite et s'initier justement à faire les deux en même temps, c'est-à-dire à programmer et à commencer à utiliser un petit peu tout ça et à mettre dans leur jeu les boutons là où il faut et essayer d'y réfléchir un peu pour voir un petit peu ce que ça donne. On peut plus réfléchir à l'interface du coup. Exactement. Voilà. Merci Delphine. Bonne continuation. Merci de votre participation. Et on va passer la parole à Steve, qui va du coup vous initier à Coup de Studio, vous montrer comment ça fonctionne dans un premier temps, que vous puissiez le faire en même temps. Surtout, pas de panique si vous n'arrivez pas à suivre en même temps que Steve. Vous regardez juste et puis vous pourrez encore une fois le faire chez vous si vous n'arrivez pas à suivre exactement en même temps.
Et sinon, à la fin, il y aura aussi, on vous l'a dit, la présentation du jeu Hello Maestro. Il était une fois le code, du coup, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et vous pourrez surtout participer de manière interactive à ce moment-là, ouvrir vos micros ou écrire dans le chat pour nous poser vos questions et participer. Je laisse la parole à Steve. Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter comment fonctionne du coup le studio, comme vous l'a dit Gaël. Donc, pour utiliser le studio pour faire vos propres jeux vidéo, il faut commencer par aller sur le site coud.fr. Donc, vous prenez sur votre ordinateur votre navigateur, Chrome ou Safari, en fonction de si vous êtes sur Mac ou PC, et vous allez sur coud.fr. Une fois que vous êtes sur le site coud.fr, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut Je découvre. Et automatiquement, vous allez atterrir dans le store de Coud. C'est là où il y a tous les éléments disponibles chez Coud. Donc, pour utiliser Coud, il va vous falloir un compte. Donc là, le compte est gratuit, donc il faudra cliquer sur s'inscrire et rentrer votre mail, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et valider. Moi, comme j'en ai déjà un, je vais me connecter avec mon compte. Et du coup, une fois que vous êtes connecté sur le store, vous avez accès aux différents éléments du studio. Donc si je vais dans Jeux, il y a différents jeux. Il était une fois le code qu'on verra à la fin. Et il y a permis de coder initiation qu'on va voir juste après. Et vous avez également des packs de visuels disponibles parce que, comme Delphine vous l'a expliqué, il faut définir les différentes images qu'on va vouloir avoir dans son jeu. Mais du coup, on vous met à disposition certaines images si vous n'avez pas d'idée. Donc certains sont payants, d'autres sont gratuits. C'est au choix. La différence entre un payant et un gratuit, sur le payant, il y aura beaucoup plus de détails. Vous allez avoir beaucoup plus de petites images de détails pour personnaliser au mieux votre jeu. Et du coup, vous pourrez, en fonction de l'univers que vous aurez choisi, créer votre propre jeu. Moi, du coup, je vais commencer dans le jeu par le jeu permis de coder initiation. Et là, quand je clique sur commencer le jeu, ça m'ouvre le studio dans le jeu permis de coder initiation. Donc j'ai un petit personnage, Koudi, qui est sur une plateforme et j'ai une porte. Du coup, faut pas hésiter à participer. Vous pouvez soit activer votre micro pour me poser vos questions, soit utiliser la fenêtre de chat. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire dans ce jeu? En sachant que j'ai un personnage sur la gauche et que j'ai une porte sur la droite. Du coup, il y a une réponse sur le chat. Atteindre la porte, dit Cynthia. Voilà, qui nous dit qu'il faut atteindre la porte. C'est effectivement une bonne réponse. Et du coup, pour atteindre la porte, comment je fais maintenant? Il n'y a pas de mauvaise réponse, faut pas avoir peur, hein. Je saute, dit Cynthia. On a une participante qui participe beaucoup. Alors, oui. on Marie peut aussi dit sauter, Chloé dit sauter. Il y a une unanimité là sur sauter. Alors, on va essayer sauter. Donc, je vais commencer par cliquer sur jouer. Et là, quand je clique sur jouer, vous voyez pas parce que je suis sur mon ordinateur, mais là, j'appuie sur mes flèches et il se passe rien. Il se passe rien. Pourquoi? Vous avez une idée? Je crois que là, on les a laissés. Ah, parce qu'il faut le coder. Mais oui, Audrey. Exactement, Audrey. Audrey, Marion, Cynthia, pas tout. C'est exactement ça. Donc, du coup, je vais cliquer sur Koudi et ensuite, je vais aller dans le mode code. Et une fois que je suis dans le mode code, je vais coder Koudi. Donc, pour ça, moi, je sais ce qu'il faut faire. Mais vous, quand vous serez tout seul, vous aurez accès à l'aide. Et dans l'aide, il y a par exemple une aide animer un personnage qui vous explique pas à pas comment coder le personnage pour le faire bouger. Donc, il faut aller dans le mode code et sélectionner les événements. Donc ça, je vous laisserai suivre. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais dans événements et je vais prendre le bloc pour mise à jour. Parce que je veux que mon personnage il puisse se déplacer n'importe quand dans le jeu. Et du coup, c'est pour ça que je vais utiliser pour mise à jour. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller prendre ce qui s'appelle une condition. Et je vais faire la première condition, sauter. Donc si faire, que je mets dans à la mise à jour. Si quoi? Je retourne dans condition si j'appuie sur la touche flèche du haut. Et si je viens d'appuyer sur la touche flèche du haut. Alors exactement, Sophie, ça fonctionne comme Scratch. Sauf que ça ressemble à un vrai jeu vidéo à la fin.
Et ensuite, si j'appuie sur la flèche du haut, programmation visuelle, en effet. si j'appuie sur la flèche du haut, du coup, je vais vouloir que mon personnage saute. Donc, du coup, je vais aller dans personnage et je vais faire déplacer l'objet courant vers le haut, sauter. Et là, j'ai codé pour qu'il puisse sauter. Mais maintenant, il faut que je code pour qu'il puisse aller à droite et à gauche. Donc, je reprends une condition. Si faire, donc le premier si, ça sera à droite. Je vais cliquer sur l'engrenage pour rajouter un sinon si à gauche. Et un dernier sinon, s'il ne se passe rien, je ne bouge pas. Du coup, je retourne à gauche prendre la condition si la touche est appuyée, mais cette fois-ci, c'est la touche flèche de droite. Je peux soit aller à gauche, soit faire un clic droit, dupliquer pour prendre la flèche de gauche. Et ensuite, il faut que je mette l'action. Donc, soit je vais à gauche, prendre dans le menu personnage l'action, soit je duplique mon bloc. Et là, je fais aller à droite quand la condition c'est aller à droite. Et je fais aller à gauche quand la condition c'est aller à gauche. Et enfin, je peux faire un dernier mouvement, c'est rester immobile pour que mon personnage il bouge pas. Et là, j'ai terminé de coder mon personnage sous forme de bloc de code. Mais les ordinateurs, c'est comme les humains. Ils ont différents langages pour communiquer. Les humains, il y en a qui parlent français, d'autres anglais, d'autres allemand. Et ben, les ordinateurs, c'est pareil. Là, on a parlé à l'ordinateur sous forme de bloc de code. Mais si je clique sur la double flèche, j'ai accès à deux langages de programmation, le JavaScript et le Python. Donc, c'est des vrais langages de programmation. Et c'est toujours intéressant de savoir à quoi ils ressemblent, puisque c'est au programme scolaire, en fait. Du coup, je vais fermer. Et là, maintenant que j'ai fini de coder, je vais essayer, je vais cliquer sur jouer. Et quand je clique sur jouer, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter. Donc tout à l'heure, tout le monde m'a dit de sauter, donc je vais essayer de sauter, mais je saute pas assez loin, je tombe. Du coup, c'est pas la solution pour atteindre la porte. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire? Alors effectivement, Cynthia, il y a un double saut. Sauter plus On loin, peut créer un sauter plus pont. loin, on peut créer un pont. Donc là, c'est libre recours à l'imagination. Rajouter une plateforme. Et voilà, c'est pour ça que Studio, c'est un moteur de créativité. Voler, ah, j'aime bien ça. On pourrait voler. On peut coder pour voler, effectivement. Ce qu'on va faire, nous, c'est rajouter une plateforme. Mais toutes les autres solutions qui ont été évoquées sont des bonnes solutions, ils sont faisables. Il suffit de les mettre en application. Moi, je vais prendre la plateforme qui est ici, et ce que je vais faire, je vais cliquer sur dupliquer. Et quand je vais cliquer sur dupliquer, ça me duplique la plateforme, ce qui va me permettre d'en avoir d'autres pour aller jusqu'à la porte. Ce qui fait que si maintenant je fais jouer, je peux sauter sur ma première plateforme, sauter sur ma deuxième plateforme, et enfin aller sur la porte. Je suis passé à côté, mais j'ai gagné. Donc ça, c'est lui, artiste, qui aurait dû faire que le menu n'apparaisse pas aussi vite et attendre que tu sois bien passé par la porte. Donc, si vous étiez de très bons UI artistes, vous, dans votre jeu, voilà, le jeu qu'a fait Steve, il l'a fait trop vite. Mais sinon, effectivement, vous pourrez vous changer ça et faire que ça ne passe pas cet effet-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire chez vous, comme vous l'a montré Steve, de manière très simple, avec des blocs de code. On lisse, on dépose, on crée, vous pouvez mettre tous les univers que vous voulez. Et puis là, on va vous montrer un très très bel univers qu'on est très fiers de vous montrer aujourd'hui. Juste avant de vous montrer un très très bel univers, je vous montre deux dernières fonctionnalités. Comment partager votre jeu. Une fois que vous avez terminé votre jeu, vous l'enregistrez et vous cliquez sur la petite flèche ici, partager. Et ça vous ouvre une nouvelle fenêtre Internet que vous pouvez partager à tous vos amis ou toutes vos familles. Ils pourront jouer à votre jeu sans le modifier, juste y jouer, sans avoir de compte-coûte. Donc vous pouvez le partager à n'importe qui. Ça, c'est pour partager votre jeu. Partager pour mobile. Voilà, et ça peut se partager aussi sur mobile ou sur tablette, sauf que comme on n'a pas de clavier sur un mobile ou une tablette, vous aurez des flèches qui apparaissent sur l'écran pour pouvoir jouer. Ça, c'est pour partager votre jeu, mais du coup, vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le petit répertoire ici, de créer des projets et de créer votre projet de zéro. Et du coup, vous pouvez créer votre propre univers en ajoutant vos propres images, en vous aidant de l'aide qui est disponible. Et du coup, comme l'a dit Gaëlle, maintenant, je vais basculer sur
un jeu qui est très très joli, qui est disponible depuis le store, sur lequel vous pourrez jouer. Donc je ferme le studio, je retourne sur le store et quand je vais dans le jeu, il y a Il était une fois le code. Du coup, je clique sur Il était une fois le code et là, je vais cliquer sur Commencer le jeu. Et ça me lance automatiquement le jeu Il était une fois le code. Donc c'est un très joli jeu, c'est un jeu qui est fait avec le studio, donc c'est potentiellement ce que vous pouvez faire avec le studio. Et donc là, on arrive dans le jeu et on va commencer par cliquer sur Jouer. On lance le jeu. Donc je clique sur Jouer et ça me lance la petite histoire. Et donc le but du jeu, c'est on a notre héros Roméo qui est pas bien, il est malade. Donc il faut qu'on voit ce qui se passe dans son corps pour le guérir. Donc je suis, et il y a Pierrot et Psy, nos deux personnages, qui ont repéré les problèmes et qui vont. C'est les personnages qu'on va incarner pour pouvoir guérir Roméo. Du coup, on doit choisir avec qui on veut partir à l'aventure. Pierrot, c'est le garçon, Psy, c'est la fille. Alors, Moi, je vais qui veut partir prendre. avec qui? On peut demander un sondage. Qui veut? Vous voulez plutôt Pierrot ou plutôt Psy? Psy, Psy. Ok. Ah, Team Pierrot, Psy. Ah, il y a une team Pierrot. Ah, on a plus de Psy. On Je a pense plus qu'on va de partir Psy. sur Psy. On va prendre Psy. Du coup, je prends Coup dur Psy. pour Pierrot. Alors, vous pourrez jouer avec Pierrot chez vous. Hein. Du coup, je sélectionne Psy pour jouer. Et là, j'arrive dans le jeu. Donc, j'ai le corps de Roméo. Et il y a Maestro qui nous dit qu'ils ont identifié 4 situations critiques qu'il faut résoudre pour soigner Roméo. Donc, il faut se diriger sur les problèmes pour le guérir. Donc, je fais suivant. Et à chaque fois, quand on aura réglé tous les problèmes, on va gagner une lettre à chaque fois. Et à la fin, ça va nous donner un mot de passe qu'il va falloir rentrer pour gagner le jeu, pour guérir Roméo. Donc, je clique sur suivant. Et enfin, je lance le jeu. Donc, j'ai Maestro qui nous explique qu'on peut se diriger dans Roméo avec Psy en utilisant les flèches du clavier ou les flèches qui sont à l'écran. Et si on est perdu, on a toujours l'aide qui nous aide. Et quand on aura terminé toutes les missions, il faudra rentrer le mot de passe pour gagner. Du coup, là, j'ai mon personnage Psy, puisqu'on a sélectionné Psy. Et je peux bouger. Est-ce que vous voyez mon écran bouger? Parce qu'il semble qu'il y a des petits soucis de connexion Internet. A priori, on me répond oui. Du coup, je vais aller avec Psy sur un problème. Donc là, il y a un problème à gauche. Je vais donc sur ce problème. Ce problème, c'est le foie. Et donc, dans le foie, c'est un organe malade qu'il va falloir réparer. Le foie, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Là, on n'a pas de réponse, Steve. On ne sait pas à quoi sert le foie. Alors, le foie, c'est un organe du corps humain qui sert à filtrer Très bien, si, à filtrer les aliments. Exactement. Merci, Et, Sylvain. et donc, on mange différents types d'aliments. Donc, il y a globule blanc qui filtre les éléments. Et là, par exemple, il y a un bonbon qui correspond au sucre. Il y a du sel. Il y a peptides qui correspondent aux acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont les protéines, donc plus simplement la viande. Et du coup, en fait, il va falloir qu'on répare le foie pour qu'il filtre les aliments correctement. Puisque là, si je clique sur Je teste, les aliments vont avancer, ils vont passer. Donc, le sucre passe, c'est normal. Le sel passe, sauf que le sel, c'est pas bon pour le corps. Et les protéines passent. Donc, il va falloir réparer le foie pour qu'il ne laisse plus passer le sel. Donc, pour ça, je vais coder Globule pour lui expliquer ce que c'est que le sel. Donc, je peux m'aider avec l'aide qui est disponible ici. Donc, Maestro. Hello Maestro qui vous aide. Maestro. Voilà. Donc, Maestro nous dit qu'il faut coder le foie. Donc, il faut aller en mode création. Et qu'ensuite, il faut sélectionner globule blanc pour aller dans son code. Donc, je sélectionne globule blanc, je clique dessus et je vais dans son code. Donc, je peux aller soit sur le menu code en haut ou je peux aller sur le menu code en bas.
Et effectivement, Amy, il n'y a pas que la viande qui fait des protéines, il y a aussi les protéines végétales. Du coup, et là, j'ai le code de globules blancs. Du coup, je vais fermer LED puisqu'on va le faire sans LED. Et comment ça se lit? Donc, si l'attribut sel 1 est égal à 1, donc si globule, il repère un sel, et ben dans ces cas-là, il retire rien. Et en fait, si globule blanc, il voit sel 1, il faut lui dire retire sel 1. Donc, je sélectionne sel 1 pour qu'il retire sel 1. Et on fait la même opération pour sel 2. Ce qui fait que si maintenant je clique sur jouer, je peux tester et on va voir si on a réparé le foie. Et quand je clique sur je teste, le bonbon passe, donc le sucre passe, et là le sel, hop, il passe pas. Et les protéines passent. Et le deuxième sel, hop, il passe pas. Et le bonbon passe, et la dernière protéine passe. Et donc du coup, on a guéri le foie. Il laisse plus passer le sel. Donc on a guéri cette mission. Et comme on a guéri, on a gagné une lettre du code pour finir le jeu. Et le code, la lettre, c'est le C. Du coup, je peux faire, je reviens au corps humain et j'ai un petit pansement qui me dit que j'ai réussi cette mission. Et j'ai fait une mission sur 4 et j'ai la première lettre du code secret. Et donc après, ça sera à vous de jouer pour faire, pour guérir les quatre organes. Et une fois que vous aurez guéri les 4 organes, il faudra aller dans le pied pour aller à la fin, pour donner le mot de passe et du coup terminer le jeu. Donc c'est un jeu qui a été fait entièrement avec le studio. Donc c'est ce que vous pourriez faire sur le studio une fois que vous allez le maîtriser en codant les différents éléments. Alors, je vais répondre Et à une question qui a été demandée. Il a vu qu'on voyait le code. Donc, effectivement, vous allez voir tout le code du jeu. Vous allez voir le code du jeu en bloc, mais vous voyez effectivement en langage JavaScript et Python. Alors, on ne peut pas directement coder en JavaScript ou en Python dans le studio. On peut en revanche coder en bloc. Donc, vous pouvez coder le jeu en bloc et vous verrez la traduction en JavaScript et Python. La traduction en JavaScript et Python est réelle. Donc, en revanche, les lignes de code sont-elles réelles? Donc, vous pouvez apprendre vraiment le JavaScript au travers de ça. Voilà, pour répondre à la question d'Agathe. Et effectivement, voilà. on a pu voir que le code, ça ne sert pas qu'à coder, ça sert en fait, on s'aperçoit que notre corps humain est codé et que effectivement le code, ça sert à recoder aussi son corps. Est-ce que nous sommes, notre corps humain est fait de code, de lignes de code aussi. Alors évidemment, ni en bloc visuel, ni en JavaScript, ni en Python, mais tout simplement, on peut réorganiser notre corps grâce au code. Du coup, votre but à l'issue de cet atelier, ça sera de vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait et de du coup lancer le jeu, réaliser les 4 missions parce que je ne vais pas vous montrer la solution sur les 4 missions. En sachant que quoi qu'il arrive, vous avez l'aide avec Maestro qui vous dit comment faire chaque mission si vous êtes perdu pour gagner en fait. Mais avant d'utiliser l'aide de Maestro, on essaye tout seul. Bah, voilà. Le but, c'est d'essayer. C'est toujours mieux de réussir seul que de se faire aider par Voilà. si Maestro est d'une grande aide. Et c'est pas grave si vous faites une erreur, ça ne fonctionnera pas, c'est tout. Vous recommencez. Du coup, j'ai terminé avec le jeu Hello Maestro. Sur le store, si je reviens sur le store, vous avez disponible dans Visuel le pack du visuel Système sanguin qui vous permet de faire des jeux dans le système sanguin. Et il y a d'autres packs qui vont venir. Le pack microscopique, le pack les organes dans tous leurs états et le pack neurones et maladies qui vous permettront de faire des jeux dans l'univers Hello Maestro. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous voulez voir des choses en particulier? Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie d'écrire dans le chat, vous pouvez là désormais ouvrir votre micro et nous poser la question directement si c'est plus simple pour vous. N'hésitez pas. Alors, comment on intègre nos propres images? Est-ce qu'on peut importer ses propres PNG sur la plateforme pour des éléments? C'est une excellente question. Du coup, je vais vous montrer. Donc, pour ça, je vais quitter le jeu Hello Maestro et je vais rouvrir le studio. Et je vais créer un projet de zéro.
Donc, je crée un nouveau projet, je lui donne un nom, mon premier jeu, par exemple. Et du coup, là, j'ai différentes méthodes pour ajouter une image. Soit j'ai déjà pris sur le store des librairies d'images et du coup, elles sont toutes dans ma Kudothèque et je peux filtrer par type d'image en fonction des différents packs que j'ai pris. Là, j'ai que le pack Monde Merveilleux, par exemple. Soit je veux ajouter une image externe et dans ces cas-là, je clique sur le petit plus et là, je peux cliquer sur ajouter une image. Et là, je vais aller sur mon ordinateur prendre une image. Si par exemple, je prends sur mon ordinateur, j'ai une balle de golf. Si je prends la balle de golf, cette balle de golf, c'était un JPG, je peux l'ajouter sur mon jeu. Alors, la différence entre les JPG et les PNG, c'est le fond transparent. Du coup, vous voyez, ma balle, elle n'est pas ronde, elle est carrée et j'ai du blanc. Si j'avais pris une balle en PNG, j'aurais eu une balle ronde pour que ça fasse plus joli dans mon jeu. Donc après, c'est à vous de choisir. Soit vous pouvez dessiner vos propres images et les ajouter, soit vous pouvez les chercher sur Internet. Mais dans ces cas-là, si vous les cherchez sur Internet, il faut faire bien attention à ce qu'on appelle les droits d'auteur, puisque les images sont dessinées par des personnes et certains les laissent libres de droit, vous pouvez les utiliser, d'autres ne les laissent pas libres de droit et il faut les acheter. Du coup, il faut faire bien attention à ça. Mais c'est de cette manière que vous pouvez créer votre propre univers en rajoutant les images de votre choix. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si on crée des objets via Canva, on peut être embêté si on les utilise ici. Alors, via Canva, si vous créez vos objets, vous pouvez les exporter en PNG ou en JPG et ensuite vous pouvez les importer sur le studio. Mais dans la mesure où c'est vous qui l'avez créé sur Canva, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est vous qui avez dessiné. Vous avez le droit de dessiner ce que vous voulez. Donc, vous ne serez pas embêté si vous utilisez vos images, vos objets de Canva sur le studio. Si vous les avez créées, pas si vous utilisez celles qui sont déjà présentes, évidemment. Pour peut-être est-ce qu'on peut remontrer? Oui, mais il y a des objets qui sont payants. Si on les a payés, c'est pas suffisant. Alors, il faut regarder dans les licences ce qu'on vous autorise à faire. Normalement, selon la licence de ce que vous achetez, vous allez savoir si vous avez le droit de l'exploiter juste pour vos fins. Et dans ce cas-là, si vous faites un petit jeu pour vous, il n'y a pas de souci. A priori, de toute façon, avec le Studio Code, vous n'allez pas en faire un jeu payant. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vous si la licence vous le permet. En général, c'est le cas si c'est acheté dans un cadre privé, puisque ce sera votre propre jeu. En revanche, si vous alliez après publier ce jeu et essayer de le vendre, effectivement, vous n'auriez pas le droit de l'utiliser. Du coup, je ne sais pas si on a bien vu, Steve, peut-être montrer comment tu as, de manière très simple, changé la taille de l'image. C'était assez simple, mais je ne sais pas si ça a été, comme tu allais très vite, tellement c'est simple. Peut-être bien le remontrer. Alors, il y a différentes options pour modifier la taille de l'image. Soit j'utilise les poignées qui sont aux quatre coins pour rétrécir, agrandir. Ça, c'est si je veux changer la taille de façon proportionnelle. Mais si je veux changer la taille de façon pas proportionnelle, je clique sur les trois petits points et je fais plus d'outils de redimensionnement. Et là, j'ai d'autres poignées qui apparaissent et je peux déformer. Donc voilà, je peux faire un ovale, par exemple. Je peux vraiment redimensionner comme je veux, en déformant ou sans déformer. Et je peux faire pivoter aussi, si je veux. On peut montrer aussi peut-être qu'il y a des priorités d'affichage. Donc, on peut superposer les choses les unes sur les autres. Parce que j'ai l'impression que là, on a des artistes, vu qu'on avait une UI artiste au début. Je pense qu'on a des artistes en herbe qui sont présents et qui posent des questions sur les visuels. Là. Alors, du coup, je vais faire autre chose pour que ce soit plus Joli. parlant. La balle de golf, elle est sympa, mais... Je vais rajouter un décor. Donc là, j'ai un décor, un fond. C'est une grande image.
et je vais rajouter par-dessus un buisson. Et là, je mets mon buisson, il est bien devant. Mais c'est une gestion des priorités. Si je fais sur la priorité, je le mets derrière, en -1, dans ces cas-là, mon buisson, il est passé derrière et je le vois plus. Et après, bah, j'ai mon fond d'écran qui est devant. Du coup, il faut que je recule de nouveau mon fond d'écran pour qu'il se retrouve derrière. Et c'est de cette manière, avec les priorités, que vous allez gérer les éléments que vous mettez derrière ou devant pour bien les voir. Donc en général, on met les grands éléments derrière et les petits éléments devant. Alors, il y a une question sur les jeux, ils s'affichent comment sur téléphone? Bah, les jeux, ils s'adaptent au téléphone. Alors, les jeux, quand on dit on peut les utiliser sur téléphone, c'est juste le jeu exporté qu'on peut utiliser sur le téléphone. On ne peut pas coder sur le studio sur un téléphone. Ça, c'est pas accessible. On peut juste utiliser le jeu en mode jeu sur le téléphone et ça va s'adapter. En général, on met son téléphone en mode paysage pour pouvoir y jouer correctement et on arrive à jouer à son jeu sur le téléphone avec des flèches qui vont apparaître. Et ça va être reconnu que c'est un jeu sur téléphone. Et en fait, quand on code le jeu, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, il faut rajouter un bloc de code. Je rajoute un personnage. Au démarrage du jeu, il faut rajouter le bloc qui définit la caméra. Et du coup, j'accroche la caméra au démarrage à mon personnage. Ce qui fait que la caméra, elle va suivre mon personnage si je fais un jeu long pour que la caméra, elle avance. Et ça me permet sur les petits écrans d'avoir un jeu très long. Vous avez d'autres questions? Vous voulez voir d'autres choses en particulier? Donc, du coup, de toute façon, il y a les aides. On remontre peut-être l'aide en bas à droite où vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour chercher, ajouter une image, animer un personnage, ajouter une brique, créer un dialogue avec une réponse, créer un score, parce qu'on peut faire parfois des jeux avec un score, créer un score en récupérant un objet. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui sont là. Et puis, si vous n'avez pas la réponse à ce que vous cherchez, voilà, je te laisse montrer ce qu'il y a. Vous pouvez cliquer dans le menu et aller sur Discord pour nous contacter et on vous répondra. Ou vous pouvez nous envoyer des emails et on vous répondra également. Concernant la question de Marion, est-ce qu'il y a une limite de taille, poids sur le jeu vidéo? Il n'y a pas vraiment de limite. Après, ça va être des limites de performance de votre ordinateur. Si vous mettez beaucoup d'images et que vous avez un ordinateur pas très puissant, ça peut laguer. Mais en règle générale, ça fonctionne bien. Vous verrez sur le jeu Il était une fois la vie, il y a beaucoup d'images, il a un poids assez lourd et pourtant ça fonctionne bien. Alors, la racine carrée dans le menu studio, pour répondre à Cynthia, c'est un bloc de mathématiques parce que il y a différents blocs et après, c'est à vous de voir comment adapter ces blocs en fonction de vos besoins. Le bloc racine carrée, c'est un bloc de mathématiques qui permet de calculer la racine carrée d'un chiffre. Donc, si vous avez une idée comment appliquer ce bloc, vous pouvez rentrer une variable dans ce bloc pour calculer automatiquement la racine carrée de cette variable si vous faites par exemple un jeu où il faut trouver des solutions mathématiques. Après, c'est à vous de trouver les applications de chaque bloc en fonction de vos besoins. Mais on met à disposition beaucoup de blocs divers et variés de manière à ce que vous n'ayez pas de limite. La seule limite au studio, c'est votre imagination. Du coup, je vais quand même montrer les différents blocs, effectivement. Donc, dans les événements, il y a à la mise à jour qu'on avait utilisé pour le déplacement du personnage, au démarrage pour la caméra, à la suppression, si par exemple, quand je supprime une pièce, ça pourrait faire monter un compteur, au clic, si j'ai un élément où il faut cliquer dessus, ou si je rentre en collision quand je touche quelque chose. Ou alors, attendre un certain temps avant de faire quelque chose. Dans le personnage, je peux déplacer mon personnage, accrocher la caméra ou travailler sur le saut, effectivement.
obtenir les différentes positions. Je peux travailler sur des rotations. Sur les conditions, il y a la condition si faire, c'est la condition classique. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les opérateurs d'égalité, de comparaison et booléen 1, qui vous permettent de travailler dans les différentes conditions. Dans les blocs de mathématiques, vous avez l'opération, savoir si c'est pair-impair, un entier aléatoire, faire des arrondis, contraindre, obtenir des restes, des sommes, des fractions, pi, des racines carrées ou des sinus-cosinus. Sur les boucles, vous avez des boucles de répétition un certain nombre de fois. Vous avez des boucles qui vont pour chaque élément d'une liste effectuer des opérations. Vous avez également des boucles qui répètent tant qu'une condition n'est pas répétée, n'est pas terminée. Et enfin, vous avez des boucles qui vont compter un nombre d'éléments pour répéter des opérations. Après, vous avez des blocs de texte. Vous pouvez afficher dans le jeu des textes pour afficher des consignes, par exemple. Soit vous affichez un texte directement dans le jeu, soit vous affichez une boîte de dialogue avec un icône. Vous pouvez travailler sur une liste. Si par exemple vous faites un jeu avec des listes d'objets à collecter, et ben vous créez une liste qui comporte les différents objets à collecter. Vous pouvez créer des variables pour, par exemple, les vies ou le nombre de pièces collectées, ou vous pouvez créer des niveaux dans le jeu, puisqu'il est possible, dans le mode création, d'ajouter des nouveaux niveaux. Donc là, j'ai cliqué sur l'engrenage, donc ça renomme, mais je peux ajouter des niveaux, et vous pouvez ajouter autant de niveaux que vous voulez pour faire un jeu aussi long que vous le souhaitez. On peut faire cliquer sur des bulles de dialogue à choix, du coup, demande ton. Alors, dans ces cas-là, il faut faire des bulles de dialogue et coder avec l'événement au clic pour qu'il se passe quelque chose. C'est ce qui a été fait dans le jeu Il était une fois le code. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai cliqué sur les flèches pour passer l'histoire. Tout simplement, la flèche, elle a été codée pour qu'on puisse défiler les bulles de dialogue. Alors, la possibilité d'intégrer le jeu sur un site, non, c'est un lien externe que vous pouvez transmettre, mais c'est pas intégré sur un site. Il n'y a que les jeux coudes en tant que tels qui sont intégrés avec des partenaires, mais vous, vos propres jeux, vous pouvez partager l'URL, mais c'est tout. Du coup, nous avons terminé. Est-ce que ça vous a plu? Oui, alors pour répondre à la dernière question, on peut faire des objets invisibles, ça s'appelle des déclencheurs. Un déclencheur, quand je le rajoute, je le glisse. Là, je suis en mode création, donc je le vois, mais dans le jeu, il sera invisible et ça me permet de mettre du code dedans. Et je suis très content que ça vous ait plu. Maintenant, ça va être à vous de jouer, de faire vos jeux les plus cool et les plus fun, et de pas hésiter à nous les partager. Et si vous nous partagez un jeu cool et fun, nous, on les partagera sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à toutes. Merci encore une fois à Women in Game, à Delphine. Merci Steve. Et surtout, n'hésitez pas à aller tester ce superbe nouveau jeu, Hello Maestro. Il était une fois le code. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.